La vérité est comme un lion, tu n'as pas besoin de la défendre, libère-la et elle se défendra toute seule. Cette superbe citation de Saint-Augustin a plus de 1600 ans et pourtant elle s'est retrouvée impeccablement illustrée quand la très controversée multinationale Alphabet, c'est-à-dire Google et YouTube, a décidé de censurer ma réfutation des 18 plus gros mensonges propagés contre Didier Raoult. Notez que non contents de la censurer, d'obscurs blogueurs qui se prétendaient pompeusement fact-checkers ont en plus par-dessus tenté de la réfuter en produisant donc un pseudo-fact-checking en plus pur bullshit du 19e siècle. Sauf que bon, ou tu réfutes ou tu censures, gamin. Tu peux pas censurer un jour, calomnier le lendemain et appeler ça de l'argumentation. Bon, j'ai évidemment réfuté leur foutaise d'un revers de la main, soyons sérieux 2 minutes. Mais n'empêche, un mois de travail acharné, détruit, comme l'a parfaitement compris la chaîne H5 Motivation et ses millions d'abonnés, par les meilleures méthodes staliniennes. C'est-à-dire, vous effacez directement des photographies historiques, en l'occurrence vous censurez brutalement sans aucune défense possible, détournez l'attention en vous traitant de tous les noms imaginables. Le nom à la mode c'est complotiste, mais la mode change si vite. Du temps de Staline c'était bourgeois par exemple. Or, dans la mesure où je ne suis pas un des nombreux millionnaires Covid et Télétoubib qui ont gagné de l'argent durant la crise, j'en ai même beaucoup perdu pour prendre les positions que je prends, je ne peux pas laisser passer le vandalisme brutal de Google sur mon travail acharné. Le problème, c'est que je ne fais pas de placement de produits non plus, parce que je ne recommande jamais ce que je n'utilisais pas déjà avant de recevoir une demande de pub. Donc autant vous dire que faire de la pub pour des jeux vidéo en pay to win, c'est mort pour moi. Je pourrais vous en faire pour un VPN, mais bon, NordVPN pour moi, c'est de la grosse daube, et GhostVPN, c'est hors de question que je vous en fasse la moindre pub. Cela dit, puisqu'on parle de VPN, vous savez qu'en Chine, c'est déjà tout à fait impossible d'avoir une vie normale sur Internet sans en être équipé. Il y a donc le grand firewall de Chine, en référence à la Grande Muraille, et si vous pensez que ça ne pourrait pas arriver en Europe, eh bien, pensez encore. Parce que l'université de Stanford nous rappelle que dès 2011, des discussions ont eu lieu à Bruxelles sur le thème « Il nous faudrait la même chose ici ». Et une étude de l'Union européenne intitulée « Nouveaux développements dans les services digitaux en 2020 » a clairement conclu « Nous voulons la même chose qu'en Chine ». Alors en Chine donc, mes employeurs, souvenez-vous, je me souviens que quand j'enseignais à Centrale Supélec, où les étudiants faisaient un échange avec la République populaire de Chine, j'avais monté une petite explication de toute cette fine contre-culture qui était déjà née à l'époque pour contourner la censure. À l'époque, elle tournait par exemple autour d'un animal mythique, le cheval d'herbe et de boue, qui se dit en mandarin Cao Ni Ma, qui veut donc dire aussi, si on change à peine les accents, aie une relation intime avec ta génitrice. Cao Ni Ma. Cao Ni Ma. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Donc poser des images du mythique cheval d'herbe, c'était signaler que l'on était un membre de la contre-culture qui s'opposait à la censure brutale et impitoyable du Parti communiste chinois. Les agents du parti étaient appelés des crabes par exemple, et ces échanges d'images permettaient de contourner un peu leur terrorisme intellectuel. Évidemment, depuis, le parti a mis en place le crédit social, la censure généralisée, voire les disparitions surprises, avec Jack Ma, le patron d'Alibaba, et la contre-culture chinoise a dû gagner en finesse, en organisation et en technique de résistance en général. Mais la Chine, c'est si loin, me direz-vous peut-être, mais en Occident, on a déjà le grand Google qui cherche à être plus proche de nous que notre veine jugulaire, et pour des raisons tout aussi louables, vous l'imaginez bien. Google s'est rebaptisé Alphabet, en partie à cause de ses nombreux scandales civils et criminels, et ce malgré son privilège immense et unique de pouvoir réduire voire retirer l'impact de ses propres condamnations sur son moteur de recherche. Et oui, j'ai bien dit criminel. Et pour vous en donner un aperçu, en 2010, le parquet de Milan condamnait 3 très hauts cadres de Google, ce qu'on appelle dans le jargon des C-level, avec notamment leur directeur financier Georges Reyes, à 6 mois de prison ferme pour violation de la vie privée. Tiens. Et ça ne s'invente pas en fait. Face à la condamnation, notamment de David Drummond, président de Google Italie à l'époque, la firme a déclaré qu'elle était outragée de cette décision de justice qui menaçait la liberté sur Internet. T'as changé Google, t'as changé. Alors évidemment, l'influence du grand G a permis d'obtenir un appel favorable en Italie. Il faut le souligner, les 3/4 de Google n'ont jamais fait de prison. Mais puisque la firme flippante Alphabet prétend décider si j'ai oui ou non le droit de diffuser des vérités simples et vérifiables sur le professeur Raoult, je me suis dit que j'allais utiliser mon autre droit, celui de regarder un peu si Alphabet ou Google avait la moindre leçon à nous donner. C'est donc parti. Si Google donne des leçons au monde entier, au départ, cette multinationale en position de monopole total ne serait-elle pas des fois une bonne grosse entreprise voyou ?
Chapitre 1, les condamnations. Alors oui, le CV de Google fait bien froid dans le dos, c'est vrai. Mais pour détendre l'atmosphère, commençons avec les condamnations amusantes, les trucs minuscules, parce que juste pour le fun, il y a une petite amandelette de 7657 $ très exactement pour la filiale DoubleClick, et ça c'est pour une violation du droit du travail. Autre amandelette ridicule mais rigolote, 40 000 $ en 2009 pour la marque Google cette fois, et c'est pour violation des normes environnementales. Bon, ça... c'était l'échauffement, parce qu'en fait, dès 2002, la filiale DoubleClick s'était ramassé un petit 450 000 $ de l'amour pour violation de la vie privée. Et ça, les problèmes de violation de la vie privée, quand ça ne fait pas tomber une condamnation italienne à de la prison, ça va devenir une superbe marque de fabrique de la multinationale Google. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. 22,5 millions de dollars en 2012, 17 millions en 2013, puis 7 millions encore, toujours donc pour violation de la vie privée. Mais pour Google, ça c'est de la petite monnaie, honnêtement. Alors ça va pas du tout les empêcher de se reprendre une condamnation pour 34 millions. Cette fois c'est Google et YouTube en 2019, toujours pour violation de la vie privée. Et comme Google semble s'en contrebattre avec une porte-fenêtre de violer la vie privée des gens, c'est pas une condamnation sur le même thème qui va les arrêter, puisque toujours en 2019, c'est 170 millions de dollars pour les mêmes chefs d'accusation. Pour ne pas perdre la main dans le domaine, Google s'en reprend une petite en 2021 pour un malheureux 7 500 000 $. Alors il faut savoir un truc, aux États-Unis il y a la loi des 3 prises, ou Three Strikes Law, qui dispose de ce que si un individu se fait serrer 3 fois pour un crime, voire pour un délit, genre conduite en état d'ivresse sans dommage, il s'expose cash à de la perpétuité. C'est aussi simple que ça. Tu voles une pizza 3 fois aux US, tu peux perdre ta liberté à vie si le juge le sent comme ça. Et il faut comprendre qu'aux US, le prisonnier a le statut légal d'esclave au regard de la loi. Donc c'est 3 fois égale esclavage à vie. Bon bah du coup, Google, cette chère société, le cœur sur la main, avec ses 7 condamnations pour violation de la vie privée, rien que sur le sol américain, ça se passe comment niveau perpétuité? On la nationalise 2 fois? Ah pardon, comme on va le voir, pour les coûts tordus, mais pas pour les bénéfices, pas fou. En fait, Google est déjà nationalisé en quelque sorte, c'est l'objet du chapitre suivant. Évidemment, vous allez me dire, mais Google, c'est une société, c'est pas une personne, Idriss, alors c'est pas comparable. Eh ben si, en fait, justement. D'abord, les violations industrielles de la vie privée, c'est un poil plus grave que de voler une pizza, mais ensuite, toujours aux États-Unis, les multinationales exigent d'être traitées comme des personnes physiques, du moins quand ça les arrange, au hasard, pour bénéficier de la protection du 14e amendement, par exemple, qui garantit l'égalité devant la loi. C'est marrant, ça. D'une part, les sociétés comme Google pleurent donc pour recevoir une garantie absolue d'égalité devant la loi. D'autre part, en aucun cas n'envisage-t-on de leur appliquer cette si égalitaire loi des 3 prises qui envoie volontiers des SDF à perpète, mais qui laisse filer 7 condamnations d'affilée pour Google. Enfin, si je vous disais que Google était déjà nationalisé pour les coûts tordus, mais pas pour l'argent, et je voulais précisément souligner leur condamnation à 2 reprises, en 2018 et 2021 pour violation des règles de financement des campagnes politiques, bah oui, faut garder un peu de cash pour s'acheter un décideur public, ça reste la base, mais les amendes sont trop petites pour nous intéresser honnêtement. Donc je ferme cette parenthèse. 217 000 $ et 423 659 $ très exactement pour avoir acheté des politiciens plus ou moins. Oui, pour Google c'est rien, mais pour une personne physique je suis moins sûr. Alors, spécialité de Google aussi, les violations du droit du travail. Première remarque, aux US pourtant faut se lever tôt pour violer le droit du travail. Mais Google ne dort jamais, alors ça vous donne un total de 6 condamnations, donc mathématiquement 2 perpétuités pour un simple citoyen, avec notamment 3 condamnations rien qu'en 2017. 1 286 250 $, puis 4 750 000 $, puis 5 500 000 $ tout de même. Et tout cela n'est rien face à la condamnation à 103 750 000 $ en 2015, toujours pour violation du droit du travail. Donc la firme était vraiment à son coup d'essai, on peut dire ça. Ah, j'oubliais juste un petit détail, quelques discriminations à l'embauche, 11 millions d'amendes en 2019 et un peu moins de 4 millions en 2021. Mais une dernière chose, l'amende record sur le sol américain, c'est quand même un demi-milliard pour Google. Et devinez pourquoi juste? Allez-y, devinez. Marketing pharmaceutique illégal, youpi! Et c'est cette multinationale qui veut fixer ce dont vous pouvez librement parler en matière scientifique. Tordant. Et j'insiste sur le fait que ces condamnations ont toutes eu lieu chez l'oncle Sam, donc en terrain favorable, hors du territoire US, c'est une autre limonade question amende. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Par exemple, 2,4 milliards € pour pratiques anticoncurrentielles en 2017. Ils ont fait appel, mais en 2021, la peine a été reconfirmée. 4,34 milliards € pour abus de position dominante.
Et ça, c'était en 2018. Et encore pratique anticoncurrentielle en 2019, 1,49 milliard d'euros. Et enfin, un petit demi-milliard en 2021 pour négociation déloyale des droits voisins des droits d'auteur. Tout ça pour vous dire que quand Google ne viole pas la vie privée en série, quand Google ne parvient pas à dégommer le droit du travail pourtant quasi inexistant aux US, quand Google ne se prend pas une amende d'1 milliard pour fraude fiscale, Al Capone est allé à Alcatraz pour moins que ça, hein. Ça tombe bien, Google a des bureaux pas loin sur Market Street, juste à côté à San Francisco. Quand Google se prend pas 150 millions d'euros d'amende de la CNIL pour invasion illégale avec leurs cookies et invasion de la vie privée, quand Google ne se ramasse pas un scandale mondial avec des manifestations partout sur la planète pour protester contre la culture du harcèlement sexuel qui semble s'être installée profondément chez eux, ah je vous avais dit ça aussi, ça leur a coûté, accord amiable, 310 millions de dollars quand même. Eh bien, Alphabet, Google, ça reste un bon gros monopole, un bon gros trust, un bon gros machin irrespectueux de la concurrence au niveau de la Standard Oil des Rockefeller ou au niveau de Microsoft. Sauf que les deux ont déjà subi des procès antitrust aux US. La Standard Oil a été démantelée et Microsoft est passé à deux doigts. Alors pourquoi pas Google ? Bah la réponse est au chapitre suivant. Chapitre 2, la CIA, la NSA et les origines sombres de Google. Pendant la campagne de Bill Clinton au début des années 90, Al Gore, son vice-président, qui aujourd'hui travaille pour Apple et ce n'est pas un hasard, promeut le terme autoroute de l'information pour populariser l'informatique et le très jeune World Wide Web auprès des Américains. Mais depuis que Bill Hewlett et David Packard faisaient des oscilloscopes et du matériel de détection pour la marine de guerre de l'oncle Sam, il n'y a jamais eu bien loin en fait entre la Silicon Valley et l'industrie de l'attaque, de la défense. Le premier grand ouvrage de Zbigniew Brzezinski, contemporain de l'âge d'or de la Silicon Valley, s'appelait l'ère technétronique. Et dans cette ère, il fallait que les États-Unis aient, selon le terme technique, la dominance sur tout le spectre, full spectrum dominance en anglais, c'est-à-dire contrôler les puces, le logiciel, les machines, les méthodes, les standards et l'information en général. Tout cela autour du contrôle des moyens d'échange. Ces autoroutes de l'information, donc, à base de câbles coaxiaux en cuivre puis de fibres optiques, il faut impérativement les contrôler, ça va de soi. Les États-Unis doivent régner sur la majorité absolue des données, des informations et des connaissances du monde. Donc il faut que les requêtes passent par eux. C'est stratégique, bien entendu. Arrive alors Google, dont le nom signifie 10 puissance 100. Donc Google, ça s'écrit comme Gogol mais avec 2 lettres O, c'est le nombre 1 suivi de 100 zéros. Et c'est ça l'idée, la firme veut pouvoir contrôler cette quantité de données et de requêtes par jour. Alors certes, on en est encore bien loin. Même si on assume une croissance de 35% de Google, jamais Google n'arrivera à indexer un Google de page web avant littéralement le 27e siècle. Mais l'ambition est là. Et là où il y a de l'ambition, il y a des fonds d'investissement du Pentagone. Comme du temps d'Hewlett Packard, comme du temps d'IBM qui a régné sur les données de la guerre au Vietnam, et comme donc du temps de Google qui trempe avec la CIA et la NSA, non pas par opportunisme tardif, mais en fait dès le début de son existence. Car comprenez, gouverner, c'est prévoir. Et les requêtes que vous saisissez sur Google sont infiniment précieuses en matière de renseignement. Or non seulement Google les conserve à vie. Et oui, là, la perpétuité, c'est bien pour eux. Ou devrais-je dire à mort, puisqu'elles persistent au-delà de votre mort et sont exploitées en conséquence, mais Google les transfère naturellement à la National Security Agency, la plus grosse organisation de surveillance des populations au monde, comme le permet le USA Freedom Act, anciennement Patriot Act, qui passé après le 11 septembre autorise donc une grande souplesse en matière de droits humains à quiconque est soupçonné de préparer quelque chose de vilain. On peut donc, d'un point de vue éditorial, poser la question descriptive, ou plutôt même l'affirmation, comment la CIA a fait Google ? En 2013, Microsoft a démontré comment Google scannait bien vos emails sous Gmail pour vous envoyer des publicités ciblées. Rappelez-vous, si c'est gratuit, le produit c'est vous, ce qui est valable aussi bien pour Google qui revend vos données que pour Wikipédia qui s'accapare vos esprits pour y poser son récit et sa version des faits, bien entendu. L'année 2013 sera terrible pour Google car c'est aussi l'année des révélations d'Edward Snowden, reprise dans le Washington Post, qui démontre que la NSA a activement espionné les utilisateurs de Google, en violation patente de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits humains tout de même. Je vous relis cet article car rien que de le prononcer en fait, on observe à quel point Google, comme Wikipédia, auront pu violer ce sacro-saint article 12 sans aucune vergogne. Article 12 de la Déclaration universelle des droits humains donc. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ça c'est pour Google, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation, ça bien sûr c'est pour Wikipédia. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Eh bien Google et Wikipédia se torchent bien entendu allègrement avec cet article. Ce n'est pas seulement que Google peut vous ficher de la façon la plus violente qui soit, archivant chacun de vos désirs, chacune de vos maladies pour lesquelles vous avez saisi un mot-clé sur Internet, en vue notamment d'en revendre les données à des assureurs par exemple, vos faiblesses, vos craintes, vos failles. Google aurait aussi espionné en fait ses propres employés avant de les licencier selon le Bureau du travail des États-Unis. Mais revenons à l'espionnage de qualité militaire. Si Google a déclaré en 2013 n'avoir jamais donné la permission à la NSA pour ses intrusions gravissimes sur ses utilisateurs, permission non nécessaire au regard du Freedom Act d'ailleurs, techniquement inutile si vous possédez des portes arrière ou backdoors dont Snowden a aussi révélé l'existence. Google a aussi admis travailler avec le Pentagone pour analyser des images de drones et s'est vu déclarer cessation de cet étrange partenariat en 2018, toujours dans le contexte des crimes de guerre commis par les systèmes sans pilote. En matière d'intégrité, l'affaire de la fuite des données personnelles du réseau social défunt Google+, est aussi un cas d'école. Selon le Wall Street Journal, quand l'intimité de 500 000 comptes a été compromise à la suite d'une faille sur le réseau entre 2015 et 2018. Google a tout fait pour le dissimuler. Des erreurs de ce type sont nombreuses, bien que Google fasse tout pour les étouffer. En 2020, par exemple, la firme a envoyé par inadvertance, au lieu de photos de profil, des données personnelles d'utilisateurs. Et donc en 2019, on l'a vu avec 170 millions de dollars d'amende, il a été reconnu que YouTube avait violé la vie privée de milliers d'enfants américains. Quant donc à la confidentialité de Gmail, je vous lis directement ce que la chronique électronique Rude Baguette a à en dire. Et comme diraient les tontons flingueurs, c'est du brutal. Je cite: « Des développeurs tiers peuvent accéder à votre messagerie et lire tout ce qu'elle contient. » Vous le saviez ça? Certes, c'est la ligne de défense de Google, les utilisateurs ont donné leur accord. Quand une fenêtre vous demande si vous autorisez une application à accéder à vos données, et que parmi les actions précisées, il est explicitement écrit « lire, envoyer, supprimer et gérer vos emails », cliquer sur « j'accepte » vous expose fatalement à ce que vos emails ne soient plus si confidentiels. Dans les faits, il s'agit d'applications validées par Google, en train de tester leurs fonctionnalités ou d'apprendre pour leur IA, par exemple comment réagir face aux mails de Gmail. Et si le plus souvent les mails sont scannés par une IA, il peut arriver que des développeurs humains soient obligés d'accompagner un apprentissage et pour ce faire, lire directement vos emails. Fin de la citation de Rude Baguette. Et comprenez que là encore, on ne parle que de ce qui est légal. C'est-à-dire que le développeur d'un algorithme de publicité ciblée peut être amené à lire vos emails personnels en toute légalité. Mais en plus de ça, un espion qui agit dans la clandestinité, donc l'illégalité, peut le faire à très grande échelle également. Edward Snowden a été très clair, n'utilisez pas Google, préférez DuckDuckGo, n'utilisez certainement pas Google Chrome, préférez l'excellent navigateur Brave. Et Snowden de poursuivre, oui, Google, Facebook et Amazon mènent de graves abus quant à notre vie privée. Et ces abus sont à la hauteur des proportions gargantuesques de ces industriels de la donnée personnelle. L'équation est donc simple, on ne peut pas faire confiance à Google, point. Parce que le scandale de la lecture des emails n'est qu'un parmi d'autres, autorisés à prospérer dans une véritable culture malsaine, loin des termes de la communication officielle de l'entreprise. Prenez le scandale Nest par exemple. Google n'a reconnu qu'une simple erreur quand son accessoire domotique s'est révélé posséder un micro caché, dont les enregistrements étaient non seulement accessibles légalement pour l'amélioration du service, toujours au terme des conditions générales d'utilisation, comme pour les emails, mais à plus forte raison, illégalement par des hackers, bien entendu. Si dans cet enfer, Apple sort réellement du lot, je dois l'avouer, parce que leurs produits sont chers, leurs marges élevées et leur modèle d'affaires n'a jamais reposé sur l'exploitation des données personnelles, même si Apple Watch pose de sérieuses questions en ce sens à l'avenir. Mais Tim Cook a dit directement à l'époque qu'il y avait un complexe industriel des données, en référence au terrible complexe militaro-industriel américain, et d'ajouter, en ciblant clairement Google, nos propres informations sont utilisées comme une arme contre nous, avec une efficacité militaire, et c'est toujours Tim Cook qui parle. Donc comment la CIA a fait Google? Jeff Nesbitt, ancien directeur des affaires publiques de la Fondation nationale pour la science aux États-Unis, le résume très simplement. Il y a plus de 20 ans, la communauté du renseignement US a travaillé étroitement avec la Silicon Valley dans le but de traquer les citoyens dans le cyberespace. Google est au cœur de cette histoire originelle. Quelques-unes des recherches qui ont mené à l'ambitieuse création de Google ont été financées et coordonnées par un groupe de recherche de la communauté du renseignement pour trouver les façons de tracer les individus en ligne. On ne peut donc pas être plus clair quand Jeff Nesbitt poursuit, et je le cite toujours, « La communauté du renseignement espérait que les meilleurs informaticiens de la nation pourraient agréger des informations non classifiées sur les utilisateurs, les combiner avec ce qui allait devenir l'Internet actuel
créer des entreprises profitables pour soit à la fois les besoins des consommateurs et ceux du renseignement, donc on voit déjà une connivence, ils espéraient orienter la révolution des superordinateurs dès le départ pour structurer ce que des millions d'humains font sur la toile. C'est cette collaboration qui a rendu la surveillance de masse publique-privée possible aujourd'hui. Ainsi, l'histoire de la création délibérée de l'État moderne de surveillance de masse inclut des éléments des origines surprenantes et largement ignorées de Google. Ce fut une histoire très différente de celle à laquelle le public est habitué. Fin de la citation. Comme vous pouvez l'imaginer, l'investigation sur les origines et les liens troubles entre Google, la NSA, la CIA et le complexe de surveillance de masse américain ont toujours été particulièrement difficiles, parce qu'il règne un brutal terrorisme intellectuel à ce sujet. Mais même quand la plupart des médias lucratifs étaient terrorisés à l'idée de publier le résultat de leurs années de travail, eh bien un groupe de journalistes d'investigation indépendants est parvenu à transmettre son enquête en 2 parties sur Medium, et elle a été reprise par Wikileaks. Le résultat est évidemment glaçant. Dans la première partie de leur enquête, intitulée métaphoriquement « Comment Google a fait la NSA », je dis métaphoriquement parce que la NSA, créée en 1952, existait bien avant Google. Mais l'auteur veut expliquer pourquoi la structure et le fonctionnement de la NSA moderne dépendent entièrement de Google, ce qui est évidemment un problème. Donc dans cette enquête, le journalisme Nafiz Ahmed en 2015 nous révèle des liens systématiques entre Google et le Pentagone, via notamment un groupe de professionnels du renseignement appelé le Highland Forum. 3 paragraphes retiennent particulièrement notre attention et je dois avouer qu'ils sont tout à fait accablants. Je cite l'article. Il n'est pas surprenant qu'en 2012, quelques mois après que la coprésidente du Highland Forum, Regina Dugan, ait quitté la DARPA c'est l'agence de recherche militaire américaine, pour rejoindre Google comme cadre supérieur, eh bien le chef de la NSA, le général Keith Alexander, écrivait un email au cofondateur de Google, Sergey Brin, pour discuter du partage d'informations entre la NSA et la firme. Dans ces emails qui ont été obtenus grâce à la loi sur la liberté de l'information aux États-Unis, par le journaliste d'investigation Jason Leopold, le général Alexander décrit Google comme, je cite, un membre clé de la base industrielle de défense américaine, une position que Michael Quaid, en quittant la DARPA pour travailler chez Google, consolidait de toute évidence. La relation joviale entre le dirigeant de Google, Sergey Brin, et l'ancien chef de la NSA fait parfaitement sens puisque Brin était en contact avec la CIA et la NSA dès le début, qui ont participé donc au développement du moteur de recherche Google au milieu des années 90. En juillet 2014, Quaid a donné un discours à l'armée sur la création d'une cellule d'acquisition rapide pour améliorer les cybercapacités du Pentagone, déclarant beaucoup des objectifs technologiques de l'armée pour 2025 peuvent être atteints avec des technologies commerciales, en développement aujourd'hui, et l'industrie est prête à ce partenariat avec l'armée, tu m'étonnes. Or, à la même époque, les médias claironnaient que Google faisait tout pour prendre ses distances avec le Pentagone, mais dans le réel, Google n'avait fait que changer de tactique. Je cite toujours le journaliste. Mais Quaid n'est pas la seule personne dans la relation entre Google et l'espionnage US. 1 an après que le Google ait acheté le logiciel de cartographie satellite Keyhole directement au fonds d'investissement de la CIA, In-Q-Tel en 2004, notons qu'In-Q-Tel est aussi un des premiers investisseurs dans Facebook, le monde est petit, eh bien, le directeur de l'évaluation technique d'In-Q-Tel, Rob Painter, allait être embauché directement par Google aussi. Pendant qu'il travaillait pour la CIA, le travail de Painter était de repérer les perles qui pourraient aider la centrale, mais aussi l'agence de renseignement géospatial nationale et l'agence de renseignement de défense. Or, l'agence géospatiale avait bien confirmé que le renseignement obtenu par Keyhole avait été décisif dans les opérations américaines en Irak, dès le début de l'invasion illégale en 2003. Fin de la citation du journaliste d'investigation. Alors, si vous pensez que cette consanguinité absolue entre les barbouzeries américaines et Google n'est pas assez claire, lisez encore la 2e partie du travail des journalistes indépendants mené par Nafiz Ahmed, intitulée cette fois « Comment la CIA a fait Google ». Si l'on en revient à la cartographie de guerre et les liens entre les technologies Google et la guerre abominable en Irak, il n'est donc pas étonnant que Wikileaks ait communiqué en 2015 sur l'influence du Highland Forum sur Google. Les liens entre la communauté de l'espionnage et Google sont donc non seulement systémiques, mais surtout originels, c'est là-dessus que je voulais insister. Comme le note, dans le 2e article d'Ahmed, ce témoignage du docteur Turai Zingham, chercheuse en base de données, qui indique clairement que la thèse de doctorat de Sergey Brin à Stanford avait reçu de l'argent militaire. Évidemment. La chercheuse témoigne donc. Le fondateur de Google était partiellement financé par ce programme de recherche en espionnage via son directeur de thèse à Stanford, Jeffrey Ullman, et mon collègue, le Dr Chris Clifton, qui ont développé le système de recherche QueryFlock pour extraire de larges quantités de données pertinentes à partir d'une grande base. Je me souviens de mes visites à Stanford avec Rick Stanizer, de la communauté du renseignement, et monsieur Sergey Brin, arrivé en roller, nous donnait ses présentations et disparaissait. À notre dernière rencontre en 1998, Brin nous présenta ce qui allait devenir Google. Fin de la citation. Et en effet, le programme d'origine, donc partiellement militaire, QueryFlock, allait devenir le PageRank de Google.
Quant à la tradition des rollers, je me souviens juste pour le fun que quand j'ai donné en 2015 une conférence devant monsieur Astro Teller, qui était le gérant de la branche innovation extrême de Google, qui s'appelait Google X à l'époque, lui aussi était venu en roller, ça doit être une autre tradition. Peut-être aussi ancienne donc que la tradition de la collaboration avec l'espionnage de masse et les invasions militaires donc. Car si l'on n'envahit pas l'Irak avec des rollers, je vous l'accorde, on déstabilise bien tout le Moyen-Orient pour 30 ans avec la cartographie militaire de Google. Donc au moins le Guardian aura accepté de parler dans un courageux article de Yasha Levin en 2018 intitulé Cache, Google Earth ou comment le géant technologique permet à l'État de nous espionner. On ne pouvait pas être plus clair. Et c'était donc dans le Guardian. Chapitre 3. Un monopole brutal dans la civilisation du récit. Alors pourquoi Microsoft s'est pris une monumentale affaire antitrust à la fin des années 90, a frisé le démantèlement et Bill Gates a échappé de peu à la prison ferme, faut quand même s'en rappeler, alors que Google n'a que quelques amendes par-ci par-là et l'Union Européenne en général, bien que sa maison mère Alphabet soit tout simplement le plus gros monopole sur Terre, avec plus de 90% de parts de marché dans plus d'une centaine de pays. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que Google est devenu too big to fail. Google est tellement un pilier de la communauté du renseignement que l'État américain va pas le laisser tomber. Google est l'appareil le plus vital au monde dans la civilisation du récit. Or, contrôler le récit, c'est contrôler le monde. Le récit, c'est le point stratégique suprême. Devant l'argent, devant la nourriture, devant l'énergie, si vous pouvez contrôler le récit, vous pouvez faire accepter n'importe quoi à votre population. N'importe quel président, n'importe quelle urgence, n'importe quelle guerre. Tout devient possible si et seulement si vous contrôlez le récit. Et c'est pour ça qu'il y a toute une logistique, toute une chaîne, toute une industrie avec ses collabos, ses petites mains et ses généraux, comme Jeff Bezos ou Patrick Drahi, qui est dédié au contrôle total et sans partage du récit. Prenez l'abominable guerre en Irak de 2003 par exemple. Selon l'université de Brown, elle a fait autour de 500 000 morts innocents, directs et indirects. Vous vous souvenez du soldat Ryan ? Eh bien le massacre représenté par Spielberg, c'est 2400 morts américains au total, donc moins de 0,5% des morts de civils, pas de militaires, causés par l'atroce et illégale invasion et occupation de l'Irak depuis 2003. 200 fois Omaha Beach, et pour des civils désarmés, des vieillards, des enfants, des mamans. Et je ne vous parle pas des conséquences, l'émergence de Daesh, la déstabilisation du Moyen-Orient pour un demi-siècle, la destruction du patrimoine de la première civilisation à inventer l'écriture. Et oui, Irak, ça vient de Uruk, la première métropole des Sumériens. Eh bien, comment a-t-on pu, malgré toutes ces horreurs, vendre la guerre à une part lassée du peuple ? Comment a-t-on pu vendre 200 massacres d'Omaha Beach sur des civils comme un paquet de lessive ? Eh bien, par le contrôle du récit. Je me souviens de ces jeunes faucons qui tournaient autour du groupe de réflexion de Bernard-Henri Lévy pour marketer la guerre en Irak sans vergogne. Ils s'appelaient Rudi Reichstadt ou Raphaël Glucksmann par exemple, et ils ne se sont jamais excusés, au grand jamais, d'avoir fait la promotion de cette guerre atroce et inutile, de ce grand gaspillage de vie civile, de culture et d'économie publique, évidemment. Mais ce n'était que des petites mains. Les généraux dans ce récit s'appelaient plutôt Colin Powell par exemple, dont la légendaire foutaise aux Nations Unies avec sa pseudo-fiole d'anthrax aurait dû nous vacciner tous et toutes contre la société du récit. Colin Powell d'ailleurs est mort du Covid, il avait pourtant un schéma complet. Tiens, je parie que vous aviez beaucoup moins entendu parler de lui que des frères Bogdanov. C'est ça, la société du récit. Plus récemment, YouTube a censuré une vidéo du prix Nobel japonais Satoshi Omura, qui était le découvreur de l'ivermectine. Vous savez, l'ivermectine dont CNN avait déclaré qu'elle n'était qu'un vermifuge pour chevaux, en violation brutale de l'article 3 de la charte de Munich. Mais CNN est une marque de la Warner. Et comme Barack Obama l'avait dit lui-même, je suis content que sorte une série Netflix où des gens se feront passer pour des journalistes à CNN parce que d'habitude, les seuls à se faire passer pour des journalistes à CNN, ce sont les journalistes de CNN. Dans la civilisation du récit, comme dans 1984, il y a un ministère de la vérité et un ministère de la mémoire qui garde tout sur vous, bien entendu. Il y a la novlangue. Et oui, le contrôle de la langue est devenu une tentation de Google, qui a par exemple suffisamment intimidé les autorités compétentes en Suède pour les empêcher d'ajouter le nouveau mot ungooglable au dictionnaire de leur langue. Si Google peut faire ça à la Suède, pays le plus impeccable au monde en matière de liberté de la presse, imaginez seulement ce qu'il peut faire au reste de la planète. Le monopole de Google, ce sont aussi ces villes Google que la firme a tenté de créer, comme Facebook d'ailleurs, dans le but de recueillir des données sur la totalité des actions humaines, du lever au coucher, et peut-être avec les bandeaux de stimulation magnétique transcrânienne, bientôt aussi pendant votre sommeil, pourquoi pas. Imaginez juste une seconde les conséquences d'un monde où il faudrait avoir une puce dans l'épaule, dans le crâne ou ailleurs, et où Google n'a pas été tout simplement démantelé. Mais pourquoi les Américains ne démantèlent pas Google donc ? Parce que, même si la charmante multinationale multirécidiviste a longtemps prétendu que sa devise managériale était « Don't be evil », donc littéralement « Ne soyez pas des méchants »,
Ça, c'est le récit, hein, vous l'avez compris. Le réel, c'est que comme l'avait dit Franklin Roosevelt, du sanglant dictateur Anastasio Somoza, oui, Somoza est un fils de mais c'est notre fils de Retenez enfin que la liberté est le seul sujet politique. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus fondateur dans l'identité et dans le destin de l'humanité que la liberté. L'asservissement, c'est la mort avant la mort. Or, de nos jours, les chaînes ne se mettent plus aux pieds, elles se mettent directement dans le cerveau, par le terrorisme intellectuel, par l'intimidation. Le contrôle total est en réalité totalitaire du récit qui est une arme de domination massive. Et c'est pas un hasard si on retrouve les mêmes petites mains qui nous ont vendu la guerre en Irak aujourd'hui pour nous vendre les nouveaux récits du pouvoir. Donc nous méritons bien d'avoir démontré sans appel et ensemble cette conclusion. Google est-elle une entreprise voyou ? Oui, sans le moindre doute. Corollaire logique de cette conclusion, Google peut-elle légitimement censurer la vérité et donner des leçons de déontologie et de bonne conduite ? Non, évidemment. Si Alphabet Google était un humain, il purgerait plusieurs condamnations à perpétuité d'affilée pour ses nombreuses et graves récidives face à la règle des 3 prises. Mais c'est lui qui censure mes vidéos. Réfléchissez à ça.